Alors, aujourd'hui, on a des petites infos au sujet du FSR 4 qui commence à faire parler lui de la part d'AMD. On aurait également les specs finales de supposés des futurs processeurs Intel qui débarquent le mois prochain, la 4070 GDDR6 dont on a parlé la dernière fois qui a été testée, et d'autres trucs. Tout ça juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne. Vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans. Eh bien, on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors on commence avec Cyberpunk, qui a enfin reçu son patch qui incorpore le FSR 3 Frame Generation. C'est vrai qu'on commençait à se demander si celui-ci allait finalement sortir ou pas, puisque bon, CD Projekt avait indiqué que le développement sur Cyberpunk était grosso modo terminé il y a quelques temps. L'annonce du FSR 3 et de l'ajout de celui-ci sur Cyberpunk, ça date d'il y a plus d'1 an maintenant, et comme il y avait plus de son, plus d'images, on commençait quand même à avoir des doutes. Donc bref, le patch est sorti, par contre, mauvaise nouvelle, c'est que celui-ci n'incorpore que le FSR 3.0 et non pas le 3.1, ce qui veut dire que l'on ne peut pas mixer le FrameGen d'AMD avec le DLSS ou le XeSS au niveau de l'upscaler, et qui dit FSR 3.0, ça veut aussi dire que les petites améliorations au niveau de l'upscaler du FSR 3.1 ne sont pas inclus non plus. Et en plus de ça, apparemment l'implémentation du FSR 3 upscaling au niveau de la qualité d'image des premiers tests qui sont déjà sortis est moins bonne que celle du FSR 2 qui est toujours présent. On a aussi obligation de redémarrer le jeu pour activer le Frame Generation d'AMD. Bref, ça fait tout de même implémentation un petit peu bâclée, et c'est dommage. Le Frame Generation lui-même, il fonctionne correctement, mais bon, autant de temps je dirais passé pour avoir ce résultat là, autant de temps à attendre je dirais, c'est quand même un petit peu triste puisqu'il y a des modes qui font déjà plus ou moins mieux. Par contre, le patch inclut quelques trucs sympas aussi, comme le XeSS qui passe sur la version 1.3, et on peut enfin utiliser le DLAA avec le Ray Reconstruction pour les cartes d'NVIDIA. Donc bref, j'espère que le patch sera patché, et que l'implémentation du FSR, Frame Generation et compagnie deviendra meilleure. Même si j'ai quand même de gros doutes. Et pendant qu'on parle d'AMD, alors il y a nous un petit peu what the fuck ici, c'est Biostar qui annonce mettre sur le marché des RX 580 2048 SP blanches en 2024. C'est vrai que sortir des RX 580, c'est un petit peu bizarre pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'AMD ne met plus vraiment en jour les drivers pour ces cartes-là en dehors de failles de sécurité. Et les RX 500 et 400, ça date un petit peu de 2017 il me semble. Et ça voudrait aussi dire qu'il reste encore des puces Polaris quelque part qui n'ont pas encore été mises sur le marché. Ce qui est aussi un petit peu surprenant. Enfin bref. Ce qui est triste aussi quelque part, c'est que ça reste une des seules cartes valables sous les 100€ trouvables assez facilement à l'heure actuelle. On en trouve un plein sur AliExpress, c'est assez facile. Alors, la RX 580, malgré tout, ça peut encore faire tourner pas mal de choses, avec beaucoup de compromis, oui, mais c'est vrai que si on a vraiment très peu de moyens, ou qu'on fait une config vraiment très orientée, entrée de gamme ou pour des jeux plus anciens et tout ça, ça peut encore servir, et c'est vrai que c'est pas cher. Mais bon, bref, c'est juste que la news était un petit peu amusante, et c'est un petit peu lunaire de voir ce genre de carte encore être annoncée et sortie en 2024. Alors, on enchaîne avec l'RT 4070 GDDR6, dont on a parlé il y a quelques jours, qui est donc une 4070 moins bonne que la 4070 de base, qui est de la GDDR6X, plus rapide, puisqu'on passe de 21 Gbps à 20 Gbps. Donc, on se doute bien qu'il n'y aura pas d'écart immense au niveau des performances. Le gros problème pour moi dans cette histoire, c'est surtout d'avoir gardé le même nom et le même tarif, pour une carte moins bonne, même si on parle de moins de 5% d'écart. Du coup, alors il y a WCCF Tech qui avait testé une de ces cartes dans quelques jeux, et ça a été repris ici sur Videocards qui ont fait un tableau un petit peu plus simple à observer. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en moyenne, comme on peut le voir ici, en 4K, on arrive à quasiment 98% des performances d'une 4070 de base. En 1440p ici, on est à 99%, et en 1080p à 99,8%. Bon alors après ici c'est une moyenne, après comme d'habitude il y a des jeux où on peut avoir 3-4% de performance en moins par rapport à la 4070 originale, et il y en a d'autres où ça ne changera absolument rien. Chez Hardware Unboxed, ils ont également testé la carte,
Et là aussi, hein, selon les jeux, les réglages, les résolutions, on peut aller jusqu'à quasiment 5% d'écart, ce qui n'est pas rien, puisqu'encore une fois, elle est vendue au même prix et avec le même nom, alors que c'est pas la même carte. Donc bref, comme je l'ai dit la dernière fois, la vendre à minima 20 balles de moins au tarif MSRP, avec un nom un petit peu plus clair pour les différencier un petit peu plus, ça aurait été la moindre des choses. Après, plus globalement, alors il semble y avoir des soucis d'approvisionnement au niveau des RTX 4070 ou même 4070 Super, hein, puisque les prix ont augmenté ces derniers temps. Si vous faites un petit tour sur Amazon et tout ça, ou dans les autres boutiques en France, il y a quelques semaines, voire un mois environ, on pouvait trouver assez facilement des 4070 Super sous les 600 €, même en France. Alors qu'actuellement, il n'y a quasiment rien sous les 660 €, qui est le tarif officiel de lancement de la 4070 Super. Donc les soucis d'approvisionnement en GDDR6X ces derniers temps sont probablement la cause, je dirais, de cette remontée des prix pour les 4070 Super, puisque du coup, si elles sont un petit peu plus rares, du coup, les prix ont tendance à augmenter. D'autant plus que c'est une carte quand même assez populaire chez Nvidia. Puisque si on en croit le tableau de vente de Tech Epiphany qui suit les chiffres de chez Mindfactory en Allemagne, c'est intéressant de voir que la 7800 XT qui était première sur une bonne partie de 2023 et 2024 est maintenant derrière la 4110 Super et la 4080 Super, qui est la carte la plus vendue à l'heure actuelle. Mais c'est quand même une carte qui coûte environ 1000 balles. Et on note aussi que les Radeon semblent être quand même un petit peu en perte de vitesse ces derniers temps. Donc j'espère pour AMD que RDNA 4 permettra de remonter la pente et qu'il arrivera dans pas trop longtemps aussi. Et on voit aussi très clairement que depuis que la 4070 Super est arrivée sur le marché, elle a totalement éclipsé la 4070 de base, qui se vend beaucoup moins, ce qui est tout à fait logique. C'est vrai que depuis que la 4070 Super est arrivée, la 4070 classique n'a quasiment aucun intérêt, puisqu'au niveau du performance prix, la 4070 Super est toujours quasiment devant, puisqu'au niveau du tarif, elles sont beaucoup trop proches. Donc bref, j'espère que la situation au niveau de l'approvisionnement de certaines cartes reviendra un petit peu à la normale, puisque c'est vrai que là, pour les RTX 4000, particulièrement pour la 4070 Super et la 4070, les tarifs actuellement sont vraiment plutôt mauvais. Après, on peut en trouver en Allemagne à des tarifs encore un petit peu plus raisonnables, mais même là, je trouve que ça a tendance à remonter un petit peu aussi. Et en parlant de RDNA 4 juste avant, transition incroyable, on entend parler du FSR 4, toujours dans cette interview de Jack Huynh chez Tom's Hardware, qui distille le contenu de cette interview-là au compte-gouttes sur les plans futurs côté carte graphique chez AMD. Et donc sur cette partie-là, on en apprend plus sur le FSR 4, qui a été directement nommé, donc c'est pas une rumeur, il y a bien le FSR 4 qui est apparemment en développement depuis pas loin d'1 an. Et la grande nouveauté de ce FSR 4, c'est que celui-ci utiliserait une approche similaire au DLSS et XeSS, à savoir utiliser les capacités IA plutôt qu'une approche par les shaders et filtres, comme c'était le cas jusqu'ici pour le FSR. Alors dans l'interview, le représentant d'AMD parle surtout du frame generation, mais pas de l'upscaling, il l'aborde jamais, ce qui est un petit peu étrange, puisque par exemple, dans une de ses phrases, il dit, je vais traduire, maintenant on se dirige vers du frame generation basé sur l'IA, de l'interpolation de frames, dans l'idée de maximiser la durée de vie des batteries, puisque dans l'extrait, dans l'interview ici, il parle principalement des machines type Steam Deck, ROG Ally, et pourquoi pas de la future hypothétique Xbox portable dont on entend pas mal parler au niveau des rumeurs. Donc, quand il dit frame generation et juste derrière interpolation, qui veut normalement dire la même chose, le frame gen, est-ce qu'il voulait pas plutôt dire à la place upscaling plutôt que parler 2 fois de suite du frame gen? On sait pas trop, c'est une interview à l'oral donc à la base, donc ça peut arriver de se tromper. Mais bon, il n'a pas parlé directement d'upscaling, ce qui est un petit peu embêtant. Puisque en ce qui concerne le FSR, alors autant la partie upscaling elle est clairement moins bonne que le DLSS ou le XeSS la plupart du temps, voire même le TSR de l'Unreal Engine qui est souvent maintenant meilleur que le FSR. Mais c'est vrai que la partie Frame Generation d'AMD est pour moi tout à fait au niveau du Frame Generation d'NVIDIA, tout du moins quand ce FSR Frame Gen est bien implémenté. Puisqu'on l'a vu dans les premiers jeux FSR 3.1, le FSR Frame Gen est plutôt bon, et en plus de ça, c'est souvent moins gourmand en ressources que le DLSS Frame Generation. Donc avec des cartes, je dirais, les cartes les moins performantes, type RTX 4060 ou les cartes d'ancienne génération qui n'ont pas accès au DLSS Frame Generation, c'est vrai que le FSR Frame Generation fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que mettre autant de focus sur le frame gen quand celui-ci est déjà plutôt bon, alors pourquoi pas, mais je trouve que ce qui pêche le plus pour AMD, c'est plus la partie upscaling qu'autre chose. Mais bon, si on assume que l'upscaling passera lui aussi par l'IA maintenant, avec une approche plus proche du DLSS ou XeSS ou PSSR de la PS5 Pro, qui a aussi maintenant une partie IA custom qui est fabriquée par AMD au niveau de son APU, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire au niveau du support de toutes ces nouvelles fonctionnalités du côté des versions du FSR côté hardware? Est-ce que ça voudrait dire que RDNA 4 aurait des fonctions IA plus avancées que RDNA 3, avec peut-être une intégration d'unités type Matrix ou Tensor Core,
plus proche de ce que propose Nvidia et Intel? Ou est-ce qu'AMD se dirigera vers une approche plus similaire au XeSS Software, on va dire, qui utilise les unités DP4A pour fonctionner sur les cartes graphiques autres que les cartes ARC d'Intel, qui le rendent du coup plus gourmand en ressources que le FSR ou le DLSS pour les autres cartes que les cartes Intel en fait. Donc c'est une question quand même assez importante, puisque si ces nouvelles versions nécessitent des capacités IA plus ou moins avancées en hardware, ça pourrait limiter l'accès au FSR4 à RDNA 3 et 4 par exemple, ou possiblement juste RDNA 4. Et c'est vrai que si c'est le cas, ça enlèverait le côté universel du FSR jusqu'ici. Alors personnellement, je pense que c'est de toute manière la voie vers laquelle AMD devrait se diriger, puisque faut impérativement qu'ils améliorent la qualité d'image de leur upscaler. Et comme celui-ci n'a pas vraiment évolué des masses depuis sa sortie, apparemment AMD a besoin de passer à autre chose. Et je pense que quoi qu'il arrive, de toute manière, le FSR 2 ou 3 continueront d'être présents dans les jeux en tant que technologie universelle pour tous les GPU qui n'ont pas accès aux autres technos plus avancés, on va dire. Donc bref, le FSR 4 est en développement depuis un bon moment, et ça c'est la bonne nouvelle je dirais, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de changements du côté du FSR depuis un bon moment en dehors du Frame Generation. Donc je suis quand même assez curieux de voir le résultat de tout ça, mais j'espère vraiment qu'AMD arrivera à combler le retard accumulé point de vue upscaling vis-à-vis de ses deux concurrents, parce que c'est vrai que c'est un des gros points faibles de leur carte à l'heure actuelle. D'ailleurs, transition incroyable encore une fois, en parlant d'intelligence artificielle et d'AMD, il y a un événement qui est prévu sur le sujet par AMD pour le 10 octobre, avec apparemment au programme l'arrivée des cartes Instinct MI325X pour l'intelligence artificielle, ça c'est plus côté serveur, la 5e génération d'EPYC, et il se pourrait aussi qu'on entende parler de Strix Halo et Kraken Point, point de vue APU, ce qui pourrait être aussi intéressant. Par contre, apparemment, pas de carte graphique Radeon au programme, ce qui est un petit peu dommage, à moins que ça soit gardé sous le coude pour un lancement surprise, on va dire, comme on entend dire en ce moment. Mais c'est vrai que, vu qu'apparemment le FSR 4 fait la part belle à l'intelligence artificielle maintenant, ce serait pas déconnant d'en parler à ce moment-là, ou de teaser les futures cartes. Puisque certaines rumeurs laissent entendre une sortie surprise de RDNA 4 avant la fin de l'année, d'autres plus pour le CES de janvier, donc on verra bien au moment de cet event s'il y a des surprises, même si personnellement j'y crois pas trop. Alors on passe ensuite du côté Intel avec Arrow Lake S, la future génération de processeurs de PC de bureau, qui s'appellera donc Core Ultra 200, et selon Benchlife, que l'on voit ici, on aurait les specs officiels des premières puces, à savoir la gamme K, qui sort comme d'habitude en premier chez Intel, et comme on peut le voir, c'est du relativement classique, c'est plus ou moins raccord avec ce qu'on avait entendu dire il y a quelques temps. Donc, on aurait un Core Ultra 9 285K avec 8 gros corps et 16 petits corps pour 24 threads au total, puisqu'il n'y aurait plus d'hyperthreading sur cette architecture. Les Core Ultra 7 265K et KF avec 8 gros corps et 12 petits corps, et les Core Ultra 5 245K et KF avec 6 gros et 8 petits corps. Donc, dans le découpage, en dehors de l'hyperthreading qui passe à la trappe, ça ressemble beaucoup au découpage de la 14e génération. Et au niveau des fréquences aussi. Et comme on peut le voir en bas, on voit qu'au niveau du maximum turbo boost, on est sur 250 watts de conso. Alors évidemment, ça aussi, officiellement, c'est plus ou moins comme les corps génération 13 et 14. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que pour ces générations-là, le problème, c'est que les cartes mères laissaient les processeurs aller bien au-delà des 253 watts officiels entre guillemets. Et si on suit l'autre info, comme quoi pour les cartes mères en Z890, il y aurait enfin un profil Intel par défaut activé par défaut, avec des modes performance et extrême optionnels, on peut donc s'attendre à ce qu'en sortie de boîte, les processeurs iront consommer 250 watts maximum, et que ce soit respecté par les cartes mères. Alors après 250 watts ça reste toujours énorme, mais c'est quand même moins pire que les bien plus de 300 watts qu'on avait sur les générations actuelles, même si je pense que les modes performance et extrême feront péter les watts encore une fois comme c'était le cas sur la génération actuelle. Alors reste à voir aussi l'impact des différents modes sur les performances, et on espère aussi qu'il n'y aura plus de problèmes de stabilité comme ça a été le cas sur les générations actuelles. Alors Intel a déjà communiqué il n'y a pas longtemps comme quoi ces soucis de stabilité qu'il y avait sur les générations 13 et 14 ne seraient pas présents sur la future génération. Bon, après Intel ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on verra bien en l'état, même si dans la logique, il y aurait ces problèmes, je dirais, d'architecture corrigés. Enfin, tout du moins, je l'espère. Puisque transition incroyable, encore une fois, apparemment, à Hong Kong, les soucis de stabilité des i7 et i9 actuels sont tellement importants qu'Intel n'arrive plus à répondre à la demande pour les processeurs de remplacement au niveau du SAV. Ce qui est tout de même plutôt gênant. Et apparemment, les revendeurs finissent par juste rembourser les acheteurs, ce qui n'est probablement pas plus mal, puisque
Même les modèles retour de SAV peuvent rencontrer des soucis de stabilité aussi. Il n'y a pas de fixe au niveau des puces elles-mêmes. Il n'y a toujours pas de solution miracle, et les derniers BIOS et patchs ne permettent juste que d'essayer de contourner ou amoindrir le problème. Le problème reste toujours présent. Donc c'est vrai que si mon 14700K par exemple arrivait à tomber en panne, à être instable, si je le renvoie et qu'on me dit on préfère vous rembourser parce qu'on n'a plus de processeur en stock, personnellement quelque part ça m'arrangerait. À la limite, je préférerais acheter un 12900K ou faire un switch de plateforme, plutôt que de revoir un processeur qui pourrait tomber en panne encore une fois au bout d'un certain temps. Bon bref, on verra bien comment tout ça évolue aussi. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Alors comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, comme toujours, les machins payés de YouTube, c'est débile mais ça aide. Il y a également la page Amazon de la chaîne, si vous voulez des idées de config de PC type, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne qui permettent à la chaîne de rester en vie tout simplement. Donc un grand merci à vous tous comme toujours. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!